Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreuses et aussi nombreux. Hein. Nous, l'équipe du défi pour l'environnement donc des Lions de France est heureuse de vous accueillir pour son troisième cycle de conférences. Conférence cette fois autour de la pollution par les plastiques des mers et des océans et ses conséquences bien sûr pour l'homme. Donc je passe la parole à Jean Marchal pour la présentation de notre conférencière. À toi, Jean. Merci et bonsoir à tout le monde. Mm. Donc, Anne-Léla Mestersheim est docteur en biologie marine, toxicologue. Elle est également aussi la présidente d'une société qui s'appelle Plastic Atossi, donc qu'elle a créée. Elle coordonne plusieurs projets sur l'étude de la biodégradabilité et de la toxicité des plastiques en mer, mais aussi elle participe à beaucoup d'actions avec des fondations et des ONG, notamment avec l'expédition Tara, Odyssey Race for Water, expédition 7e continent. Et donc, elle a aussi mené plusieurs actions avec le ministère de la Transition écologique. Je crois que ça concernait les cotons-tiges. Elle nous fera un bilan de la pollution en mer et donc pour ces missions, elle est partie pendant plusieurs mois sur un bateau donc pour pouvoir travailler sur cette problématique-là. Elle nous présentera une ébauche de solutions dont la plus importante, elle nous en fera part tout à l'heure, qui est effectivement de réduire nos déchets puisque les meilleurs déchets sont ceux qu'on ne produise pas. Elle a également aussi été sollicitée pour participer à plusieurs émissions télévisées. Donc, vous voyez qu'elle est quand même assez courtisée. Et donc, sa société est hébergée à l'incubateur d'entreprise de l'Observatoire océanologique de Bagnols-sur-Mer et le laboratoire d'océanographie microbienne. Le centre d'océanologie est également associé avec l'université Sorbonne. Voilà. Alors, Anne-Léla, à vous. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez Oui, bien? très bien. C'est parfait. Donc, l'idée, c'est de vous présenter en fait cette pollution plastique et surtout de vous parler un petit peu des solutions en fait qu'on espère aujourd'hui apporter face à cette pollution plastique. Et donc, du coup, je vais parler du coup des pollutions des océans par les plastiques et comment inverser la donne parce que nous, on se veut d'être relativement optimiste et pas trop fataliste et d'essayer de vraiment aller vers des solutions qui seraient demain, en fait, qui permettraient de protéger les océans et de permettre du coup aux enfants de connaître en fait les organismes du milieu marin. Donc, aujourd'hui, les niveaux de pollution plastique en mer, en fait, elles sont liées à ces images qu'on connaît assez bien, qu'on commence à voir arriver un peu partout dans le monde. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que ce plastique est partout? Et d'où est-ce qu'il peut bien venir? Et finalement, qu'est-ce qui fait que il a augmenté de manière aussi importante? Il faut savoir que ce plastique, qui au début a été inventé dans les années 60, représentait 15 millions à peu près de tonnes par an, s'est vu augmenter à 311 millions de tonnes par an en 2014. Donc, on a eu une augmentation fois 20 en 50 ans. Et puis, depuis ces dernières années, donc depuis environ 15 ans, pas plus que ça, enfin, pardon, depuis 10-15 ans à peu près, on a eu une augmentation extrêmement importante en fait de ces plastiques, finalement très récente, pour des usages justement qu'on va évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, 32% de ces décès. Ah, attendez, j'ai plein de sondages qui apparaissent en même temps que moi. Bougez pas. Hop, je vais arrêter ça. Je vais recommencer mon partage d'écran. Voilà. C'est bon. Oui, oui. Donc, hop. Voilà, je vais revenir là. Donc, en gros, en fait, il a augmenté de manière très importante et c'est lié en particulier à certains usages qu'on appelle des plastiques à usage unique. Donc, c'est pas ni la bassine, ni le grille-pain, ni le micro-ondes, ni la montre, ni le téléphone portable, ni l'ordinateur qui sont à l'origine de cet engouement pour le plastique, mais plutôt des emballages qui sont liés en fait à des multiples usages et qui ont augmenté de manière extrêmement importante depuis récemment et qui, il faut le savoir, plus de 32% vont finir finalement dans la nature. Donc, on a prévu pour les prochaines années encore une augmentation de cette production. Donc, les premières estimations, elles allaient vers 600 millions de tonnes de produites pour 2034. On espère forcément agir en fait aujourd'hui sur cette pollution-là et faire en sorte que cette production n'atteigne jamais ces valeurs absolument dramatiques. Alors, pourquoi le plastique est partout? En fait, un plastique, quand on dit un plastique, on dit tout et rien.
en fait, parce qu'il existe des formes extrêmement compliquées, en fait, de plastique. Parce qu'au début, un plastique, c'est ce qu'on appelle un polymère. Donc, un polymère, c'est une chaîne de carbone, comme ça. Bon. Et il existe plein de formes différentes de ces polymères et qu'on retrouve liées au pétrole, donc à des plastiques qui sont pétrochimiques, transformés par l'homme, mais également d'autres formes qui sont des formes plus biologiques, donc comme de l'ADN, de la cellulose, de l'amidon, tout ça, ce sont des polymères. Ces polymères, ils vont avoir des fonctions différentes qui vont leur fournir des capacités, des caractéristiques physico-chimiques extrêmement différentes, donc qui vont leur permettre d'avoir un panel de fonctions extrêmement compliquées et diverses, et qui finalement, grâce à ces structures que vous voyez qui montent vers le haut, vers le bas, ce sont des structures radicalaires qui vont changer également leur potentiel de résistance dans des conditions environnementales, c'est-à-dire face aux UV, face à la température, face à des organismes biologiques. Donc, on va avoir en fonction de ces polymères des composants, des formes qui vont être extrêmement différentes. Et bien ensuite, il y a ce qu'on appelle les additifs. Donc, ce sont les colorants qui permettent de résister à l'oxygène, donc les phtalates, le biphénol A qu'on entend souvent évoquer en lien en fait avec des plastiques à usage pour les enfants, par exemple, donc les biberons, ça a été extrêmement controversé. Donc, ces produits chimiques-là sont ce qu'on appelle les additifs et sont ajoutés réellement au polymère pour fabriquer ce plastique. Donc, ce plastique, il va permettre ça, c'est-à-dire une multiplicité extrêmement forte en fait d'usages, ce qui fait que quand on regarde en fait des objets en plastique dans une maison et qu'on demande à une famille de sortir finalement ces objets en plastique de leur maison, vous vous rendez compte qu'ils ont sorti la totalité de leur maison. En fait, ils ont des usages de partout, dans les vêtements, dans l'alimentaire, mais également dans tous les objets du quotidien que nous utilisons aujourd'hui. Donc, ces objets-là, ils ont pour beaucoup une vocation à durer dans le temps. Donc, ce sont des plastiques qui, normalement, doivent durer. Donc, ce sont ceux qui vont durer de 200, 400. Donc, ce sont des plastiques qui ont été fabriqués avec la vocation de durer réellement dans le temps. Et malheureusement, ces plastiques qui ont pour vocation à durer dans le temps, ils ont également été utilisés pour fabriquer ce qu'on appelle des produits jetables. Donc, ce sont ces objets à usage unique, comme les sacs en plastique, les gobelets, les assiettes en plastique, les cotons-tiges, les microbilles utilisés dans les cosmétiques. Voilà, tous ces objets-là, ce sont des objets qui finalement n'avaient pas vraiment au début n'avaient pas vraiment d'intérêt à les créer puisqu'on a utilisé une matière qui avait vocation à durer dans le temps et pourtant on les a créés par engouement en fait face à cette matière et du coup on s'est mis à surconsommer finalement ce plastique. Donc cette pollution plastique, elle date surtout de ça, c'est-à-dire de cette surconsommation en fait d'usage de plastique à usage unique et également liée par exemple aux vêtements, des choses comme ça qui sont à l'origine d'une fragmentation et qui vont être à l'origine de microplastiques dans nos usages. Donc, quand on s'intéresse à cette production, donc là, vous avez représenté les chiffres de 2016 présentés par Plastic Europe, en fait, qui est une association qui regroupe des plasturgistes en Europe. On voit que cette production mondiale, elle s'élève aujourd'hui, en 2016, elle était à 335 millions de tonnes par an. L'Europe était fortement également impliquée dans cette production, avec 64 millions de tonnes par an produites. Et dans ces 64,4 millions de tonnes par an, finalement, très peu étaient réellement collectés. Et parmi ces plastiques collectés, donc ces objets dont la fin de vie était prise en considération, en gros, il y avait 3 groupes qu'on pouvait différencier. Ceux qui atterrissaient dans des décharges, donc qui pouvaient être recouvertes partiellement ou non. Ceux qui étaient recyclés, finalement, qui représentent que 31% de cette masse de plastique collectée. Et également ceux qui étaient valorisés, donc qui sont brûlés et dont l'énergie au moment, produite liée au fait de les brûler était récupérée pour réchauffer, par exemple, des piscines, des mairies, des choses comme ça. Donc, on est quand même sur des quantités de production qui sont extrêmement fortes et sur une collecte qui reste clairement insuffisante, puisqu'on sait aujourd'hui que sur ces poubelles en plastique, 10% des plastiques finiront en mer. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par le vent, ils sont extrêmement légers, ils sont friables, ils vont se casser en microplastique également. Donc, on sait que ces objets qui, finalement, s'ils ne sont pas bien collectés et pas bien triés immédiatement, en fait, ont une forte probabilité de se retrouver directement en rivière puis en mer.
Donc, quand on estime les déchets plastiques présents aujourd'hui sur les plages, par exemple, on sait que 30 à 40% viennent des consommateurs, c'est-à-dire que ça représente des plastiques à usage unique pour beaucoup. Donc, c'est la bouteille en plastique, les sachets de pommes-potes pour enfants. Donc, il y a énormément de produits finalement qui sont liés à nous, hein, à nos propres usages liés à la consommation alimentaire humaine. Et on estime aujourd'hui que 80% viennent réellement de la terre et 20% seulement viendraient des usages à la mer, c'est-à-dire des bateaux qui se déplacent sur la mer et qui perdent des contenants ou des déchets qui sont également liés aux activités maritimes. Donc, ces quantités, elles ont permis, en lien en fait, avec un rapport qui s'appelle le rapport WWF, hein, d'estimer il y a quelques années, donc c'était en 2017, qu'environ en 2025, on aurait on aurait un sachet en plastique pour 3 poissons et qu'en 2050, on aurait en mer autant de plastique, autant de déchets plastiques que de poissons. Dans cette estimation-là, ce qu'on n'a pas pris en considération, c'est les effets, tout simplement, de ces déchets plastiques sur ces organismes marins. On ne sait même pas s'il n'y aura pas plus que ça, même à la fin. Il faut savoir que ces déchets plastiques sont extrêmement légers. Ils vont se retrouver en mer et ils vont se retrouver poussés par les courants marins, emportés dans des grands gyres océaniques et former en fait des accumulations de déchets qui sont situés entre 10 mètres et 30 mètres de profondeur à des concentrations qui peuvent être relativement denses et qu'on nomme le 7e continent de plastique. Donc en fait, il y a plusieurs gyres océaniques, mais c'est surtout celui du Pacifique qui est particulièrement important, qui a permis en fait de mettre en évidence cette pollution en particulier et sur lequel beaucoup de navigateurs se sont intéressés. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir surtout que dans cette agglomération, il y a beaucoup de vie, c'est-à-dire c'est une agglomération entre des plastiques et de la vie environnante, et qui fait que ces amoncellements en fait, sont un lieu dans lequel des organismes vont se déployer et qui vont donc être touchés particulièrement en fait, par ces plastiques-là. Et ces plastiques forment ce qu'on appelle un 7e continent, mais en vrai, on ne peut pas marcher dessus. Donc, ça ressemble plus à un gros truc, un gros gyre mélangé de macro-déchets. Et en surface, ce qu'on peut observer, c'est uniquement des microparticules. Il y a eu différentes expéditions qui ont été menées durant ces 10 dernières années. Il y en a eu une qui a concerné en particulier la Méditerranée. Donc, c'était une mission qui avait été mise en œuvre par la Fondation Tara Océan. Et donc, qui a consisté en Méditerranée à faire un échantillonnage de microplastiques à la surface des eaux de la Méditerranée grâce à un filet à plancton. Et ce qui a pu être observé en fait, durant cette expédition-là, c'est qu'en certains endroits de la Méditerranée, on avait autant de microparticules que de zooplancton. Ce qui veut dire que pour un poisson, il avait une chance sur 2 de se tromper et que dans son assiette, il y avait moitié plastique, moitié zooplancton pour lui. Donc, un risque très fort sur la chaîne alimentaire. Alors, pourquoi la mer Méditerranée en particulier? Parce que c'était une mer semi-fermée, mais on sait que ces plastiques, je vais juste revenir sur l'hypo qui bougeait, on sait que ces plastiques sont capables de se transporter à travers tous les océans. Et ça, c'est également lié au fait qu'un jour, en 92, il y a eu un bateau qui a perdu des petits canards jaunes. Voilà, c'est une étude scientifique qui a été faite grâce à ces petits canards jaunes, et qui a permis de démontrer que ces canards jaunes se retrouvaient un peu partout dans le monde. Il y a eu également, lié à des événements de tsunami, des plastiques qui se sont déplacés en fait, au travers de l'océan et qui ont pu montrer en fait, l'importance de ces plastiques comme étant un radeau pour des espèces invasives, mais également pour des bactéries qui peuvent être potentiellement pathogènes pour des organismes marins, mais aussi potentiellement pour nous. Donc, on sait aujourd'hui que lorsqu'on regarde les plastiques et quand on essaie de les quantifier en mer, finalement, ce qu'on va récupérer grâce à ces filets mentaux à la surface de l'eau, finalement, ce sont juste les plastiques qui flottent, ce sont des microdéchets. Et on sait que ces estimations de surface, elles ne représentent que 1% des apports du continent. Donc, ça donne ce chiffre de 8 millions de tonnes par an. En gros, c'est une valeur qui est sortie d'un modèle qui estime cette pollution entre 4 et 12 millions de tonnes par an. Sachant qu'en mer, on ne retrouve pas exactement ces quantités-là aujourd'hui et on pense que c'est parce que ces plastiques ont été séquestrés dans différents compartiments de l'océan. Donc certains ont coulé, d'autres ont été avalés par des organismes marins, donc ils se sont retrouvés dans la chaîne alimentaire, ils ont été pour certains avalés par des plus petits, par des plus grands, etc. etc. Et puis on a également en fait des plastiques qui potentiellement auraient été fragmentés en plus petits.
Donc, ces plastiques, ils vont avoir différents niveaux d'effets sur l'environnement. Le premier, c'est une pollution visuelle. Donc, bon, bah, c'est cette plage recouverte de déchets plastiques. Cette photo, elle date pas de elle n'a pas été prise très très loin. J'ai des photos aussi jolies que ça en face de Rome, donc à la sortie du Tibre, où on a des plastiques comme ça extrêmement moches aussi présents sur la plage. C'est le cas en particulier en Méditerranée, où on voit ce genre de choses parce que comme c'est une mer semi-fermée, elle a une tendance à garder à l'intérieur, à accumuler finalement les plastiques. Ah, j'ai encore un vote qui vient de se mettre en place, alors bougez pas. Je ne peux pas le voir. Bon, tant pis. Donc cette pollution va avoir d'autres effets. Elle va avoir des effets donc sur ces organismes sur des gros organismes, donc sur des tortues par exemple, elles vont se retrouver bloquées. Certains organismes comme des mammifères vont se retrouver étranglés en fait par ces filets par exemple. On a également des poissons dans lesquels on trouve énormément en fait de macro-déchets parce que ces oiseaux se trompent en pensant pêcher un petit poisson, ils vont pêcher en fait un objet flottant non identifié qui se trouve être finalement un microplastique, qui se trouve être un macroplastique. Et en fait, en gros, plus le plastique va se fragmenter et plus il va toucher toute la chaîne alimentaire. Et c'est le cas, par exemple, sur cette image, vous voyez du zooplancton et en même temps, c'est microplastique. On voit qu'en termes de couleur, en termes de diversité de formes, finalement, on est assez proche. Et c'est la raison pour laquelle ces organismes se trompent. Un autre effet qui fait qu'ils se trompent, c'est que lorsque vous placez un plastique dans la mer, il est immédiatement colonisé par un biofilm, par des microbes. Donc ces microbes, ce sont des bactéries, des virus, des champignons qui vont venir recouvrir en fait finalement cet organisme-là, enfin ce microplastique qui à la base était inerte, et ils vont changer son odeur. Et donc du coup, ça va changer l'appétence que pouvaient avoir ces organismes face à ce microplastique-là. Et c'est la raison pour laquelle ils se trompent, parce que finalement, ça ressemble, c'est à peu près la même couleur, et en même temps, ça a presque la même odeur. D'autres phénomènes vont venir s'ajouter. C'est par exemple ce qu'on appelle le phénomène d'absorption des polluants organiques persistants sur ces microplastiques. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous prenez 2 gouttes d'huile et que vous les lâchez dans un verre d'eau, hop, par simple attractivité chimique, ils vont venir se coller l'une à l'autre. Dans la mer, on a le même phénomène entre plastique et polluants. Donc ces polluants, ça peut être des médicaments, mais ça peut être également en fait des pesticides, des hydrocarbures. Et on va donc avoir ce microplastique qui va réagir finalement comme une éponge à polluants. En plus de ça, je vous parlais juste avant d'organismes qui viennent coloniser finalement ces plastiques. Du coup, potentiellement, ce plastique devient aussi un radeau et va permettre le transfert d'agents pathogènes, donc de bactéries pathogènes, de la mer vers l'intérieur des organismes. Ce qui veut dire que potentiellement, on est également touché, nous, en mangeant du poisson, par des bactéries qui se trouvent dans la mer. Alors, qu'est-ce que ça va avoir justement comme effet sur notre assiette? Eh bien, si on s'intéresse à des espèces de poissons prélevés, par exemple, en mer Méditerranée, sur 114 espèces, on a retrouvé du plastique dans leurs estomacs. Et sur ces 114 espèces, la moitié d'entre elles étaient liées directement à notre alimentation. On a pu observer des microparticules de plastique dans des crevettes. Donc, on les retrouve également à 10 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, sur des crevettes échantillonnées à cette profondeur-là. On les retrouve dans des plats de moules. Alors, ça va de 90 jusqu'à 300 microparticules de plastique par portion de moule. On les retrouve assez normalement dans les sels marins avec des concentrations allant de 1 à 10 particules par kilo. Et on le retrouve également dans des bouteilles d'eau. Malheureusement, en fait, lorsqu'on boit de l'eau minérale, on a ce qu'on appelle un effet de transfert entre le contenu et le contenant. Et le simple fait, en fait, de prendre la bouteille en plastique à la main projette des microparticules à l'intérieur de notre litre d'eau, juste parce qu'on a un mouvement mécanique qui vient agir en fait sur cette bouteille. Donc, lorsqu'on regarde tous ces chiffres, on se dit, voilà, mon Dieu, mais je vais arrêter de manger des produits de la mer. Et bien, malheureusement, c'est pas tout à fait, c'est pas le seul endroit où on retrouve des microparticules de plastique. Aujourd'hui, on sait également que ces microparticules sont présentes dans énormément de nos produits, liés en fait, encore une fois, à un simple transfert entre le contenant et le contenu. Donc, on retrouve parfois autant de microparticules de plastique dans un steak haché bio avec par en dessous du polystyrène et par au-dessus du polyéthylène que dans une portion de moule. Donc, ce qui veut dire qu'il est un petit peu partout et que ce n'est pas seulement les produits de la mer, mais également tous nos usages, tout simplement, qui font intervenir cette contamination.
Les effets démontrés sur des organismes marins, il y en a beaucoup. Donc, on sait en particulier que ça touche l'énergie, assez simplement. Si on a un organisme avec la moitié de son estomac qui est rempli par microparticules de plastique, on a bien l'idée qu'elle n'arrivera pas à les digérer. Et donc, du coup, finalement, cet organisme-là, pensant avoir son estomac à moitié plein, n'a finalement que la moitié qu'il puisse réellement transformer sous forme d'énergie. Donc, on a forcément un effet sur l'énergie de manière générale. Et on va avoir un effet sur toute la suite physiologique, donc c'est-à-dire sur la croissance, sur la reproduction, sur le système immunitaire, sur l'apoptose, sur la dégénérescence cellulaire, tous ces phénomènes qui sont plus ou moins attendus parce que au-delà des effets liés à l'énergie, on va également avoir d'autres effets qui vont s'ajouter, comme celui lié aux produits chimiques présents dans le plastique, mais également ceux qui sont présents à l'extérieur du plastique qui vont venir se coller dessus. Donc, sur l'espèce humaine, aujourd'hui, il y a très peu d'études qui ont été faites vraiment sur les impacts de cette pollution plastique. On a une étude qui a été faite sur 8 volontaires entre 33 et 65 ans pendant une semaine, et ces 8 personnes étaient entre l'Europe et l'Asie. On a pu retrouver effectivement 20 microparticules dans 10 grammes d'excréments de différentes classes de taille, donc c'est du petit microplastique en général, ce qui prouve bien que l'ensemble de ces individus étaient contaminés. On s'attend à ce que beaucoup plus de gens fassent ce test bientôt pour savoir si cette contamination est vraiment générale. Une autre étude a été faite, c'est sur les placentas, et là, c'est une moins bonne nouvelle. Donc, sur 4 placentas, dans une étude récente, on a pu retrouver effectivement des microparticules de plastique du côté de la mère, mais également du côté de l'enfant. Donc ça, c'est une moins bonne nouvelle parce que ce que ça prouve, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de translocation, c'est-à-dire de déplacement des microparticules depuis l'intérieur de l'organisme, enfin, depuis le système digestif vers les tissus internes de l'organisme, et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Donc, on sait que d'un point de vue pratique, on est plus ou moins soumis en fait à cette contamination. On sait que les effets peuvent être relativement délétères sur des organismes marins. On s'attend à ce que les effets présumés sur l'espèce humaine ne soient pas si bons que ça. Mais pour l'instant, ces études, elles restent en attente parce qu'on n'a pas vraiment, d'endroit où les êtres humains seraient complètement exemptés de microplastiques. Donc, c'est quelque chose qui est relativement dur à mettre en évidence, et de faire le lien entre microparticules et un effet sur l'organisme, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Comment peut-on inverser la donne? Parce que finalement, cette pollution, elle est récente quand on y réfléchit bien. Donc, il y a eu plein de solutions qui ont essayé d'être mises en œuvre en mer. Donc, il y a un grand barrage flottant qui a été déployé grâce à Winslat, donc c'est un Néerlandais de 22 ans qui a réussi à déployer un barrage de 120 mètres de long au-dessus du gyre du Pacifique Nord, donc du plus grand gyre. Il a donc réussi à collecter jusqu'à 20 millions d'euros. Il est parti en été 2018 grâce à cette expédition qui s'appelle Ocean Cleanup. D'autres se sont embarqués également dans cette mission, comme le projet Manta qui visait à collecter du plastique et à le transformer en carburant, grâce à Yvan Bourgnon et de l'opération Sea Cleaners. Donc, il s'agit donc d'un manta de 49 mètres de large sur 70 mètres de long et qui vise justement à récupérer ce plastique en mer, à le collecter, à le transformer en essence finalement. D'autres bateaux se sont déployés comme le catamaran écologique Plastic Odyssey qui lui aussi s'intéressait à transformer finalement des déchets récupérés sur la Terre et à les transformer en carburant. Alors, d'un point de vue de la communauté scientifique, qu'est-ce qu'ils en pensent de manière générale? Eh bien, malheureusement, même si une des grandes idées, c'est de se dire que ces actions réalisées en mer auront permis d'ici 2050 d'éliminer la pollution plastique des océans, eh bien, lors d'un groupement de recherche qui s'appelle Polymères et Océans, à la dernière réunion qu'ils ont eue, ils se sont amusés, entre guillemets, à faire un calcul entre la quantité de plastique qui pourrait être récupérée par la mission Ocean Cleanup en 2025, donc entre 2018 et 2025, grâce à ces barrages flottants. Eh bien, vous avez le petit point en vert ici qui représente la part de plastique ramassée par Ocean Cleanup potentiellement, en mettant toutes les chances de leur côté, par rapport à la quantité de déchets qui aura continué à être déversés en mer, donc qui correspond en fait à 400 fois plus que cette valeur. Donc clairement, pour la plupart de ces scientifiques, la récolte des macrodéchets en surface, qui représente finalement que 1% des plastiques en mer,
n'est clairement pas une solution, bien que ce soit un axe de communication extrêmement important. Avant de vouloir absolument nettoyer en mer, il faut absolument arrêter en fait la fuite, c'est-à-dire arrêter cet écoulement d'eau, enfin cet écoulement en fait de plastique qui vient de la terre, puisque 80% de ces déchets viennent d'une source terrestre, ce qui correspond en fait à un camion benne déversé dans l'océan chaque minute. Donc c'est un peu l'idée d'une fuite dans la salle de bain avant d'aller plonger, Supérieur. Supérieur, oui. Avant d'aller éponger la fuite, on a une tendance à aller couper l'eau. C'est exactement l'idée en fait de ce groupement de recherche qui regroupe 250 chercheurs en France aujourd'hui, visés uniquement sur cette question-là. Donc, comment est-ce qu'on peut agir concrètement? Bien, en fait, on peut essayer de se rapprocher de ce que fait tout simplement la nature. Et il faut savoir que la nature ne produit pas de déchets. Voilà. Donc, on part d'une ressource qui est utilisée par des consommateurs primaires, puis par des producteurs primaires qui sont ensuite utilisés par des consommateurs primaires, des consommateurs secondaires, et ensuite on a ce qu'on appelle des décomposeurs ou des minéralisateurs. Donc tout ça, ça permet d'avoir un cycle qui est parfait, qui ne produit pas de déchets. Aujourd'hui, ce qu'on vise pour les plastiques, c'est d'aller vers quelque chose comme ça. C'est-à-dire de partir grâce dans le concept d'une économie circulaire, de partir de matériaux, de permettre une production, une distribution, une utilisation et une gestion des déchets avec des ressources qui sont limitées pour permettre de produire des déchets en quantité limitée également. Alors, comment on fait ça? Eh bien, l'idée, c'est de travailler en particulier sur chacun des volets, mais nous, on travaille en particulier sur l'éco-conception, c'est-à-dire sur l'offre de ces acteurs économiques, en faisant le lien, en gros, entre les acteurs académiques, donc les chercheurs, les acteurs industriels qui sont à l'origine de la production de ces différentes formulations, et également des législateurs qui sont capables finalement de réguler les choix qui sont faits finalement par ces industriels. On a également ensuite l'autre action qui va être liée à la demande et aux utilisateurs en direct de ces produits. Donc l'idée, c'est d'aiguiller et d'aider en fait à la consommation responsable. Et enfin, le traitement de ces déchets, leur valorisation, avec encore une fois l'idée de penser à cet objet, c'est-à-dire de penser à la façon dont il va être traité, dont il va être collecté et dont il va être géré à la fin. Donc, pour nous, il y a deux grandes idées à avoir en tête. La première, elle concerne finalement ces plastiques qui sont recyclables, donc 100% recyclables, donc qui seraient non toxiques. Et la deuxième idée, c'est d'aller vers des plastiques qui seraient biodégradables. Et c'est le cas, par exemple, pour ceux qui sont liés à des produits de consommation humaine. Donc aujourd'hui, le recyclage, c'est 70% en fait de nos objets collectés qui partent en Asie. Donc l'Asie, vous avez entendu, a fermé ses frontières au fur et à mesure sous l'effet des apports constants de déchets depuis les États-Unis, mais également depuis l'Europe. Ensuite, l'Indonésie a fermé ses portes. Ensuite, la Malaisie a fermé ses portes. Et en gros, aujourd'hui, une des grandes visées de ces déchets, c'est d'aller en Afrique. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on espère et ce que surtout on essaye qu'on essaye de favoriser, c'est de faire en sorte que nous recyclions nous-mêmes nos propres déchets, tout simplement, en faisant également, en empêchant également des usages qui ont favorisé des objets à usage unique alors qu'à la base, ils n'étaient pas forcément nécessaires. C'est le cas des sacs en plastique, de la vaisselle jetable, des cotons-tiges et des microbilles utilisés dans les cosmétiques. Donc, on a vraiment différents acteurs qu'on peut aider aujourd'hui, qu'on peut essayer d'aiguiller aujourd'hui pour faire en sorte d'améliorer chacune de ces étapes finalement de l'économie circulaire pour être sûr de produire le moins de plastique possible. Donc, c'est ce que nous réalisons au sein de la société Plastic Etsy. Donc, c'est une société que j'ai créée qui sort des laboratoires de l'Observatoire océanologique de Banyuls, donc qui est la 3e station marine de Sorbonne Université. Et ce que nous, on fait, c'est on fournit une expertise scientifique à des entreprises pour les aider à évaluer l'impact écologique de leurs produits en plastique, mais surtout pour chercher des alternatives, en fait. L'idée, c'est de remplacer les plastiques qu'ils utilisent aujourd'hui, qui sont des plastiques souvent pétrochimiques, par des plastiques qui seraient biosourcés, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, et qui pourraient être biodégradables.
Donc, cette société, elle a été créée par 2 fondateurs, donc moi-même qui suis membre scientifique de différents conseils d'experts, comme c'est le cas pour celui de Race for Water, et qui, comme l'a précisé pardon, Monsieur Maréchal, je suis docteur en biologie marine et je suis toxicologue, et également par Jean-François Guillonne, qui est directeur de recherche au CNRS, qui était le directeur scientifique de la mission Microplastique 2019, qui s'est faite en Europe l'année dernière, et qui est microbiologiste. Donc cette société, c'est une jeune entreprise innovante qui est hébergée, donc comme je vous le disais, à Bagnols-sur-Mer. Nous sommes également membres de la French Tech. Donc ça, ce sont des startups qui sont sur Perpignan et qui sont liées au développement de technologies en particulier, d'innovation. Nous sommes également lauréats de différents prix en lien en fait avec des startups et l'innovation. Et nous travaillons en particulier avec 3 types en fait de segments, avec 3 types de clients. Les premiers sont des producteurs de plastique ou des exploitants, c'est-à-dire des gens qui achètent une ressource de plastique et qui font un objet en plastique à la fin, et qui s'intéressent à savoir quel est le devenir finalement de leur plastique en mer et quels sont les potentiels effets de leur plastique en mer. Travaillons également avec des exploitants des produits de la mer, donc des conchiliculteurs, des ostréiculteurs qui s'intéressent au niveau de contamination finalement des produits qui sont liés à la consommation humaine. Et nous travaillons également avec des laboratoires de recherche et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour aider à la mise en œuvre d'arrêtés d'interdiction de certains usages, de certains objets en plastique à usage unique. Donc, comment on travaille? Eh bien, tout d'abord, on va fournir une liste d'alternatives présentes sur le marché aux gens qui travaillent avec nous, pour leur proposer de changer leur matière par une autre avec des propriétés physico-chimiques qui soient similaires aux produits de départ. Donc, en général, ce n'est pas tout à fait exactement similaire, mais l'idée, c'est d'aller vers un produit qui corresponde le mieux à leurs attentes. Et ensuite, l'idée, c'est de faire passer, en fait, ce plastique qui serait une alternative, donc biosourcée, d'origine animale ou végétale, et de tester un prototype, c'est-à-dire après le passage après la transformation, finalement, de leurs granules de plastique. Et sur ce prototype, nous allons tester la toxicité et la biodégradabilité des prototypes en milieu naturel marin. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on fait, c'est qu'on travaille avec des conditions marines. Donc ça veut dire qu'on a de l'eau de mer qui passe en permanence dans nos aquariums avec des communautés bactériennes marines qui changent en fonction de la saison et qui nous permettent en fait de valider qu'un plastique est toujours biodégradable en mer, quelles que soient les conditions environnementales. Donc, pourquoi ces plastiques seraient biodégradables en mer? Eh bien, parce que quand on place ces plastiques dans la mer, comme je vous le disais, ils sont immédiatement colonisés par plein de micro-organismes. Donc, on va avoir des bactéries, des virus, des micro-algues. Il y a un monde fou, en fait, sur ces plastiques-là. On travaille sur ces bactéries pour essayer d'identifier si certaines sont pathogènes, combien elles sont, est-ce qu'elles sont très actives? Est-ce qu'elles vont changer l'écosystème potentiellement? Parce que finalement, des microplastiques, il y en a plein dans les océans. Donc, est-ce que si elles sont très concentrées sur ces plastiques, ça peut avoir un effet sur cet écosystème? Et est-ce que certaines sont potentiellement à l'origine d'un processus de biodégradation qui pourrait permettre finalement demain de biodégrader ces plastiques qui sont aujourd'hui présents en mer? Donc, pour faire ce travail-là, nous sommes partis grâce à différentes missions. Donc, la mission de la Fondation Tara Océan qui visait l'année dernière, par exemple, à explorer la pollution en microplastique dans 9 fleuves européens. Donc, on était sur la Tamise, sur la Seine, sur le Rhône, sur le Rhin. On était également sur le Tibre, en Italie. Donc, on a essayé d'avoir comme ça une vision la plus générale possible des microplastiques sur 9 fleuves européens, pour essayer déjà de mieux voir cette diversité des bactéries présentes sur ces plastiques, c'est ce qu'on appelle la plastisphère, mais également de mieux les quantifier. Donc cette plastisphère, en fait, c'est pour ces micro-organismes, en fait, c'est une nouvelle diversité, c'est une nouvelle forme en fait d'habitat pour ces bactéries qui l'utilisent réellement comme une niche écologique. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais en gros, quand on regarde ces bactéries, on se rend compte qu'elles sont extrêmement diverses, extrêmement différentes de l'eau environnante. Donc c'est vraiment une niche très différente en fait pour elles. Et elles sont également, pour certaines, impliquées
dans des processus de l'écosystème qui sont extrêmement complexes et qui font qu'elles peuvent avoir un effet très fort sur l'environnement. Certaines, par exemple, sont à l'origine de phénomènes je reviens. Hop, sont à l'origine elles peuvent faire de la photosynthèse. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir des activités photosynthétiques sur ces plastiques et donc vont avoir des activités hétérotrophes, c'est-à-dire de dégradation en fait de la matière organique. Certaines de ces bactéries sont également ce qu'on appelle des hydrocarbonoclastes, sont des bactéries capables de dégrader le plastique, dégrader les hydrocarbures. Donc ça, c'est intéressant puisque ces hydrocarbures sont à l'origine de ces plastiques-là. Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que ces bactéries sont capables finalement de dégrader les plastiques d'origine pétrochimique qui sont aujourd'hui en mer. Et donc du coup, finalement, la nature ferait elle-même le travail et pourrait se débarrasser au bout d'un certain temps, on ne sait pas combien, des plastiques qui ont été aujourd'hui accumulés dans les océans. Lorsqu'on regarde en fait cette biodégradation faite par les bactéries, on se rend compte que on a, vous voyez, une diversité. Alors chaque petit point ici que vous voyez, ça correspond à une bactérie qui vient se coller finalement sur ce plastique-là. Donc c'est extrêmement enthousiasmant en fait pour un microbiologiste parce qu'on voit que c'est vraiment une surface qui est complètement et totalement colonisée finalement par ces organismes-là. Et peut-être qu'ils pourraient utiliser finalement cette ressource, puisque vous voyez que parfois ça fait des petits trous. Donc on se dit que peut-être on pourrait avoir une utilisation de la ressource. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que finalement, cette surface qui recouvre ces plastiques, eh bien, c'est de la surface, sont des substances qui sont produites par des organismes tout autour en fait et qu'on retrouve dans l'eau, c'est de la matière organique, si vous voulez, en suspension dans l'eau, plus de la matière organique fabriquée par ce biofilm-là, ce qui complexifie un petit peu la donne. Lorsqu'on s'intéresse à d'autres études, on a eu des évidences, en fait, par exemple, d'attaque de sacs en polyéthylène par des petites larves de papillons. Et donc, c'était super intéressant parce qu'on se disait, c'est génial, peut-être que ces larves de papillons elles vont être capables de dégrader finalement ces plastiques-là, ou peut-être que les bactéries présentes dans son système digestif seraient capables de le faire. Malheureusement, en fait, ça marche pas forcément toujours parce que, en fait, ces larves, elles sont capables d'attaquer, de mâcher, en fait, si vous voulez, elles sont capables de fragmenter finalement ce plastique-là. Elles sont pas forcément capables de l'assimiler et réellement d'utiliser le plastique comme une source d'énergie. Donc, c'est comme de mâcher un chewing-gum, ça ne veut pas forcément dire qu'on est capable de l'assimiler, ça veut juste dire qu'on est capable de le mâcher, quoi. Voilà. Par contre, on est capable d'identifier en milieu contrôlé, dans des conditions de laboratoire très, très, très strictes, on est capable d'identifier des bactéries capables réellement de dégrader finalement certains types de plastiques. C'est le cas, par exemple, d'une bactérie qui a été identifiée, capable de dégrader le PET, donc on a appelé capable d'excréder une enzyme qui s'appelle la PETase, donc c'est facile ça. Et en fait, cette enzyme-là, elle a été particulièrement utilisée par une société qui s'appelle Carbios, par exemple, et qui vise à attacher ces enzymes sur des systèmes de filtres des machines à laver pour réussir à accélérer le processus de dégradation des fibres liées aux vêtements au moment en fait de leur rejet. Donc ça fait partie des solutions d'avenir qui sont envisagées pour essayer de dégrader finalement ces fibres qui sont liées à nos vêtements. Après, une des autres façons de réduire cette quantité de fibres, c'est tout simplement de favoriser des matières, on va dire, plus naturelles, comme le coton, comme d'autres matières qui finalement étaient très utilisées avant, il y a quelques années, et qui sont un peu tombées, qui sont aujourd'hui bien moins utilisées, et qui pourtant pourraient très bien revenir demain comme un effet de mode. Donc ces communautés pures qui ont été utilisées en milieu très contrôlé, est-ce qu'on les retrouve en milieu naturel? La réponse est non. En fait, non. On les retrouve très peu en milieu naturel. Pourquoi? Parce que dans le milieu naturel, on a une très, très forte diversité. Ce sont des consortiums. Et en gros, les bactéries fonctionnent par groupe, les unes avec les autres. Et finalement, celles qui ont été isolées ici ne permettent pas forcément ne sont pas forcément très, très en forte abondance dans l'environnement. En fait, quand on regarde le processus de biodégradation, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est ce qu'on appelle la biodétérioration. En gros, ce sont des bactéries qui vont venir se mettre dans l'espace et qui vont juste, par leur propre installation, faire des trous et craqueler finalement la structure. La deuxième étape, c'est la biofragmentation. Ce sont des enzymes qui vont être libérées par ces bactéries pour attaquer la matière et qui vont, un peu comme un plat de spaghettis, couper le grand spaghetti en plus petits bouts.
Ensuite, ces monomères et oligomères, donc ces petits fragments de spaghettis, vont être récupérés par ces bactéries qui vont l'utiliser comme une ressource ou qui vont l'assimiler. Et enfin, par leur simple respiration, elles vont transformer cette matière en ATP, en CO2 et utiliser de l'oxygène. Donc finalement, pour vérifier et valider cette biodégradation, on a besoin de travailler sur ces 4 étapes en même temps. On a besoin de travailler sur la biodétérioration grâce à de la microscopie, de la biofragmentation en vérifiant le relargage des oligomères et des monomères, en travaillant sur la biomasse, en vérifiant que, en gros, les cellules se multiplient, et en travaillant sur la dernière étape de minéralisation avec la sortie de CO2 en particulier, qui est finalement la seule voie par laquelle aujourd'hui on vérifie la biodégradation des plastiques en mer. Donc aujourd'hui, on a un réel besoin d'améliorer nos normes pour vérifier cette biodégradabilité des plastiques en mer. Et clairement, c'est pas si simple. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on est beaucoup de chercheurs aujourd'hui impliqués juste sur la mise en œuvre en fait, de différents types de méthodes, juste pour vérifier et pour pouvoir donner un label, en gros, à des plastiques pour dire si ce plastique-là, s'il est biodégradable, oui ou non, en milieu marin. Et pour le vérifier, on est obligé d'utiliser une batterie de tests. Donc au niveau académique, sur des chercheurs privés, chercheurs académiques, tout le monde regroupé pour réussir juste à valider qu'un plastique est biodégradable ou non en milieu marin. Parce que si on s'intéresse que à ses pertes de poids ou que à son changement de masse moléculaire, par exemple, des choses comme ça suffit pas. Il faut vérifier vraiment que ce sont des bactéries qui sont capables d'utiliser cette ressource-là. Et en gros, le milieu marin est compliqué juste parce que dans la mer, on a des processus qui sont extrêmement divers qui se mettent en œuvre parce qu'on est dans un milieu liquide. Par exemple, on a énormément de matière organique présente dans la mer. Oups. On a également énormément... Attendez, il ne veut pas... Non, c'est pas grave. On a également beaucoup de précipitation du CO2 de l'atmosphère vers la mer. Et en fait, c'est ça, ce qu'on appelle la précipitation des carbonates. C'est une réaction chimique qui a lieu dans la mer et qui, en gros, change le pH. En fait, c'est à cause de ça. Donc, le CO2 mesuré directement dans un milieu, on va dire, d'eau douce, ça peut se faire. Par contre, mesurer le CO2 en milieu marin, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a cette réaction chimique qui a lieu et qui fait que, malheureusement, c'est très compliqué de mesurer le CO2. Donc, on combine un peu partout en France et en Europe des tonnes et des tonnes de mesures, juste pour arriver à la fin, tous ensemble, à se mettre d'accord sur une seule norme de biodégradation des plastiques qui pourrait dire si oui ou non un plastique est biodégradable en mer. Donc c'est un des travaux sur lequel moi j'ai pu être également précédemment et qui était par exemple sur la validation d'alternatives pour mettre en place un arrêté d'interdiction des microbilles, ce qu'on appelle les microbilles primaires, qui étaient jusqu'à présent beaucoup en fait en plastique et qui étaient utilisés dans ce qu'on appelle des exfoliants à usage rincé. Donc en gros, c'est des exfoliants pour la peau, mais c'est également des dentifrices et on les retrouve dans énormément d'autres usages, même en électronique, des choses comme ça. Et en fait, l'idée de remplacer ces microbilles, c'est venu du ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est un arrêté qui a été mis en place, en janvier 2019, qui a été mis sur ces microbilles primaires, donc qui étaient directement fabriquées sous la forme d'une microbille, mais qui s'est également intéressé après, par exemple, au coton de tige. Donc, dans le cadre de cette étude-là, on a testé une somme de paramètres donc qui regroupaient les 4 étapes que je vous ai présentées juste en avant. Et ce qu'on a pu démontrer sont des points extrêmement pertinents, par exemple le fait que certains plastiques qui étaient biosourcés, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, comme c'était le cas du PLA, qui était fabriqué à partir de maïs, n'étaient absolument pas biodégradables en mer. Par contre, certains plastiques qui étaient d'origine pétrochimique, fabriqués avec du pétrole, étaient biodégradables en mer. Alors là, déjà, c'est tendu parce qu'on se dit « Ah, ça change la donne, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, en fait, quand on teste d'autres formes, donc vous voyez qu'ici, il y avait même l'abricot et le riz. Hein, c'était pour vous dire qu'on a essayé une batterie en fait, de différents types de matériaux alternatifs. On a également testé d'autres plastiques qui sont des plastiques de nouvelle génération, de 3e génération,
qui sont des plastiques biosourcés et potentiellement biodégradables. Et c'était le cas de ceux-là, ces trois-là qui ont des noms qui ne se portent pas, qui s'appellent des polyhydroxyalcanoates. Ce sont des plastiques qui sont fabriqués par des bactéries. Ça veut dire qu'on donne une source de carbone à des bactéries, on donne un polymère en fait à des bactéries. Elles utilisent cette source de carbone et sont capables de l'utiliser comme une source d'énergie et d'en refaire un nouveau plastique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que potentiellement, on a dans les mains un plastique qui serait le plastique du futur, puisqu'il est capable d'être recyclé, il est capable d'être biodégradé et il est finalement lié à l'utilisation d'un compost. Donc on a vraiment un cycle vertueux potentiellement pour ce type de plastique-là. Donc quand on a dû vérifier cette biodégradabilité, un autre point extrêmement important, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure d'additifs chimiques ajoutés finalement à ces plastiques-là. En fait, il faut faire très attention à ces additifs parce que finalement, ce qui va provoquer la toxicité d'un plastique, c'est pas forcément le polymère lui-même, c'est bien l'additif qui a été ajouté au polymère. Donc aujourd'hui, on a besoin aussi de combiner à ces tests de biodégradabilité des tests de toxicité. Aujourd'hui, ils sont tous normés, ces tests-là. C'est ce qui permet de classifier des produits chimiques selon la liste de REACH en Europe. Donc, ça vous permet de dire tel pesticide, il a tel niveau, à telle concentration. Là, l'idée, c'est d'aller exactement vers ça et de dire la couleur bleue ou la couleur rouge ou la couleur verte, forcément, elle n'est pas forcément une bonne idée lorsqu'elle est ajoutée à certains types de plastique. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, d'identifier des niveaux de toxicité des additifs qui sont aujourd'hui ajoutés au plastique et de faire en sorte que demain, on choisisse en tout état de cause un colorant, un type d'additif pour un plastique donné. Donc ça se fait sur plein de niveaux, de différents niveaux de la chaîne alimentaire. Donc on le fait sur du phytoplancton, mais également sur des consommateurs primaires, secondaires, et voire même sur des minéralisateurs à la fin. Donc, en gros, donc juste pour vous synthétiser un peu qui on est et ce que nous on fait en particulier, donc on est une société qui travaille à l'interface. En fait, on est ce qu'on appelle une passerelle et on aime bien se décrire comme ça, comme une passerelle, parce qu'on essaye de lier en fait finalement des actions qui sont des actions locales où on essaye de communiquer finalement sur cette pollution plastique. Et puis on essaye également de faire le lien avec des organisations, avec des ONG qui, elles, ont des visions de communication très larges et de parler de cette pollution plastique et des alternatives, également de mieux comprendre finalement cette pollution plastique en mer. Et puis on a des liens également, soit avec le ministère, soit également avec des associations d'entreprises, comme c'est le cas de Beyond Plastic Med, qui vise à regrouper finalement des industriels qui s'intéressent à cette question-là et qui essayent de penser à demain. En fait, c'est un peu l'idée, et d'essayer de faire en sorte qu'on ait des actions communes pour faire que finalement, on réduise nos plastiques à usage unique, deux, on remette le plastique à sa place. C'est ce que nous, on appelle la transition plastique, en lien avec la transition écologique. L'idée, c'est de vraiment faire que le plastique retrouve sa place, qui était une place d'un matériel qui avait vocation à durer dans le temps et être recyclé. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est ça, c'est aller vers des deux voies en parallèle, vraiment la voie du recyclage, mais maîtrisée, en ayant également un suivi de ce que deviennent ces objets après leur recyclage, et également la voie des biodégradables, et en particulier pour ceux qui sont liés à notre consommation. Et ça, c'est important pour les effets toxiques potentiels sur nous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je sais que je parle vite. Merci beaucoup, Leïla. Je crois que oui, tout le monde était très attentionné, c'est sûr. Et il va y avoir beaucoup de questions. Donc, on a vu beaucoup de personnes qui posaient des questions. Voilà. Donc, je passe la parole à notre ami Jean-Marie. Alors, des questions, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Des questions, il y en a eu effectivement des tonnes et des tonnes posées lors des inscriptions. Ces questions ont reçu, je dirais, pendant l'intervention de Anne-Léla, des réponses. J'en ai quand même retenu quelques-unes et puis il y en a d'autres qui arrivent au fil de l'eau. Est-ce qu'il existe un programme international de nettoyage des océans? Si ce n'est pas international, on peut, disons, est-ce qu'il y a des pays qui se sont intéressés à cette question? Alors, il y a bien eu des expéditions qui se sont menées pour essayer de nettoyer les plastiques en mer. Mais pour beaucoup, en fait, la plupart des actions qui sont menées aujourd'hui sont menées à terre. Et ça, c'est vraiment lié à
comment dirais-je, à la transmission qu'a pu faire les scientifiques aux législateurs. Parce qu'aujourd'hui, clairement, on a essayé de vraiment de démontrer que finalement, il était extrêmement important d'arrêter le flux depuis la Terre vers la mer. Et on s'est rendu compte également, en particulier lors de la mission Microplastique 2019, que finalement, la vision qu'on avait de cette bouteille en plastique qui arrive de la montagne et qui finit en mer, en fait, elle n'arrive pas sous la forme d'une bouteille en plastique. Elle arrive sous la forme de microplastique parce que cette bouteille, sous les effets des ultraviolets, sous les effets de la température, sous les effets mécaniques, elle va se fragmenter. Finalement, aller nettoyer cette bouteille en plastique, c'est extrêmement compliqué puisqu'elle s'est transformée en tout petit, et que du coup, on ne peut pas aller nettoyer tout petit parce que sinon, on va retirer également les maillons de cette chaîne alimentaire qui sont le phytoplancton, le zooplancton, et donc ça, on ne peut pas vraiment y toucher. Donc, aujourd'hui, les grandes actions qui se sont menées vraiment menées à terre, avec vraiment la vocation, par exemple, de procéder à des nettoyages sur les rivières avant qu'elles n'arrivent en mer. Et ça, c'est des actions vraiment qu'il faut louer parce que finalement, aller nettoyer sur les berges, aller nettoyer sur les plages, ces objets, ces macro-déchets, avant qu'ils finissent en mer, c'est clairement une bonne idée, puisque du coup, c'est avant qu'ils arrivent en mer. Mais aller nettoyer ce qui se trouve déjà en mer, l'énergie nécessaire pour les déployer, l'ensemble de ces systèmes et leur taux de récupération étant tellement bas aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, on envisage plutôt d'avoir des actions qui soient plutôt sur la réduction, sur le recyclage, sur le plastique biodégradable, avant même d'envisager de nettoyer la mer. Merci. Dans les messages qui arrivent au fil de l'eau, il y a un message intéressant. Est-ce qu'il existe des ouvrages ou un ouvrage qui regroupe toutes les informations que vous nous avez indiquées au fil de la soirée? Alors, il me semble bien que oui. Il me semble bien que oui. Je vais essayer de le retrouver. Il me semble bien que oui. En fait, toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver. Alors, pour certaines, elles sont dans le livre bleu de Tara. Je peux l'avoir là. Voilà, ça ressemble à ça. Oh, ah, attendez, il faut que j'enlève le truc qui se trouve derrière moi. Je note. Ok. Comme ça. Voilà. Le de Tara. Voilà, aux sources de la pollution plastique. Donc là-dedans, vous trouverez beaucoup d'informations qui ont été regroupées par les 40 chercheurs qui ont participé à cette expédition, donc qui ont permis en fait de regrouper ces données. Mais il y aura une suite de toute façon, parce que celui-ci, il avait pour but de commencer à expliquer pourquoi en fait on remontait les fleuves. Et dans normalement quelques mois, années, je ne peux pas vous dire quand, parce que ça dépend du temps de publication des données, on devrait avoir des résultats qui permettront vraiment de retracer en fait ces formes de microplastiques dans les fleuves, de donner des informations sur les quantités entre les différents pays pour savoir si les usages ont changé finalement les quantités de microplastiques qui avaient été estimées. Il faut savoir que les données de quantification des déchets en mer, ils sont basés en gros sur des flux d'eau. Ce sont des modèles qui étudient les flux d'eau dans les rivières jusqu'aux mers, et également sur les densités humaines. Donc, on fait le lien entre les deux et on arrive à des quantités de déchets produits par habitant et donc à un flux de matière. Mais d'un point de vue pratique, entre un Allemand, un Italien, un Français, nos mœurs, nos coutumes font qu'on n'a pas du tout en fait la même interaction face à notre gestion des déchets et face au taux de recyclage même, qui est extrêmement différent d'un pays à l'autre, qui fait que potentiellement, on va avoir des quantités de déchets plastiques en mer extrêmement différents d'un groupe à un autre. Donc ça, c'est des résultats qui sortiront, je pense, dans les prochaines années, qui devraient être relativement pertinents sur nos usages en particulier. Dans combien de temps peut-on espérer avoir le plastique du futur? Alors en fait, il est déjà là. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est déjà là et en fait, il n'est pas produit en forte quantité. Voilà, c'est ça son petit point faible. Aujourd'hui, il y a un brevet chinois. Il y a une fabrication qui représente 0,2% des plastiques biodégradables. C'est vraiment un tout petit. On espère que dans les prochaines années, il va augmenter en termes de proportion parce qu'on s'y intéressera. Parce que jusqu'à présent, c'était ça le problème. On n'avait pas l'envie de y mettre beaucoup de moyens parce que personne s'y intéressait. Aujourd'hui, on commence à y voir son intérêt. Tout le monde commence à s'y intéresser. Donc forcément, si les consommateurs s'y intéressent, si les législateurs et les académiques s'y intéressent,
on a une forte probabilité pour que, la demande suive l'offre et qu'avec un peu de chance, il soit de plus en plus fabriqué demain. Et puis j'ai laissé pour la fin des, des questions. Je regroupe tout ça. Que peut-on faire? Que peut-on faire à titre individuel? Que peut-on faire quand on est un petit groupe? Et puis pourquoi pas, que peut-on faire quand on est le Lions Club avec 45 000 clubs à travers le monde? Alors, à petite Merci, échelle, merci. à petite échelle, déjà vous-même, vous faites des choix tous les jours. Je veux dire, tous les jours, quand vous faites vos courses, vous faites des choix. Vous faites des choix quand vous achetez des bouteilles d'eau en plastique. Vous faites des choix quand vous achetez des bouteilles d'eau en verre. Vous faites des choix quand vous prenez l'eau du robinet. Vous faites des choix vous-même. Donc déjà, forcément, si vous limitez vos plastiques à usage unique qui sont liés à votre propre consommation, forcément, ça aura des effets pour la suite. Donc, vous pouvez être le super-héros de tous les jours que les enfants essayent aujourd'hui de favoriser. Moi, je vois beaucoup, les plus jeunes sont extrêmement touchés en fait, par cette question-là. Ils font très attention au paquet de pâtes achetés par exemple dans le magasin. Donc, aujourd'hui, non, c'est pas du plastique, c'est du carton. Et oui. On favorise du vrac parce qu'il y a des magasins qui se sont lancés dans le vrac et ils sont de plus en plus nombreux à s'être lancés là-dedans. On favorise du commerce qui soit local, tout simplement. Donc, c'est le concombre qui n'est pas emballé dans du plastique et qui se trouve chez le producteur du coin. Voilà, la salade, les fruits de légumes de saison, tout ça. Des choses simples, finalement, qu'on faisait il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont marché très, très bien pendant des années. Puis, d'un seul coup, tout c'est un peu… En fait, on allait vers du consumérisme un peu aigu et qui fait qu'on a voulu absolument développer ces plastiques un peu trop. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'abord de réduire. Voilà. La première étape, c'est réduire. La deuxième étape, c'est mieux recycler. Donc ça, c'est de la communication. On peut aider vers la communication et très clairement, le Lions Club peut aider dans ça en allant vers de la communication face à cette pollution et face à ces déchets plastiques qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu partout. Et en particulier, grâce à des actions qui sont menées, comme l'action Bien dans notre tête. Pas faire de la pub, mais un petit peu quand même, qui a très bien marché quand même. Il y avait énormément de gens qui étaient présents le long de la tête. Oui, ça a dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Donc, sont des actions qui sont, sont des actions simples et en même temps, elles sont efficaces parce que finalement, c'est en amont de la pollution en mer. On est sur la rivière, on est sur les berges, on est sur des fleuves et vraiment l'idée, c'est d'agir là. C'est d'agir avant que cette pollution, elle arrive finalement en mer et avant que ces objets qui sont sous la forme de macro-déchets se soient fragmentés en plus petits qui soient impossibles en fait à récupérer. Donc l'idée d'aller faire des collectes de déchets dans l'environnement, on parle de rivière ou de fleuve, mais ça peut être n'importe où, hein, même ça peut être le long de routes ou même pendant le Tour de France, pendant des déplacements comme ça de gens de manière importante. C'est clair que ces actions-là sont des actions qui permettent d'éviter en fait cette pollution arrive finalement à la fin en mer, puisque la mer c'est le réceptacle final, mais surtout sont des actions de communication qui sont importantes pour dire aux gens, oui, il ne faut pas jeter son plastique n'importe où. Oui, vous pouvez faire des choix tous les jours. Vous êtes également le héros du quotidien. Et finalement, vous pouvez avoir des actions simples mais efficaces. Merci. Alors, par rapport à la bouteille, la bouteille, juste que je l'ai vu passer, la bouteille en verre pour le contenant, pour le vin en particulier. Et là, je suis carrément d'accord avec cette question-là. Alors, vous seriez très triste d'apprendre que malheureusement, à certains endroits du monde, certains alcools sont touchés également par cette pollution en microplastique parce qu'ils utilisent de l'eau transportée en bouteille. Et ça, c'est d'une tristesse affligeante. On retrouve aussi des microparticules de plastique dans l'eau du robinet, beaucoup moins par contre que dans certaines bouteilles en plastique qu'on achète directement. Donc finalement, on s'auto-contamine par ces bouteilles en plastique. Donc en fait, le message, il est assez simple, ce sont des actions de tous les jours et c'est le consommateur qui choisira quoi qu'il arrive. Donc c'est nous qui ferons ce choix final de certains types de bouteilles ou pas, de certains usages pour emballer tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons. Donc ce sont des choix finalement que nous ferons dans le magasin.
Merci, Anela. Quand est-ce que vous adhérez au Lions Club? Je sais pas, on me l'a pas demandé. Ah, bah Eh ben alors, voilà, eh ben voilà. Jean, J'en ai fini, Thérèse, avec les questions. On va s'en occuper. On va Merci. s'en occuper Merci. parce qu'elle est dans le sud, donc on va s'en occuper. merci beaucoup, Leïla. Merci à tous les amis. J'ai une question à poser à Anne-Leïla. Oui. Tout à l'heure, elle a parlé effectivement des bactéries qui étaient capables d'utiliser les sources de carbone pour produire des biomatériaux. Mais bon, elle disait également que dans le monde, il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait pour le moment. Mais à l'instar de ce qui se fait en génie génétique ou en biotechnologie, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager finalement que ces petites usines bactériennes nous produisent nos plastiques? Parce que c'est l'idée quelque part, non? Alors aujourd'hui, il y a le brevet chinois, mais en fait, elle commence à se développer. Donc, il y en a une qui s'est lancée en Italie, il y en a une autre qui s'est lancée dans le Delaware. Après, je sais que celle qui est en Italie a fait faillite. Donc, je pense que on est à un moment critique entre l'offre et la demande. Et moi, ce que j'espère, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a des chercheurs en France qui sont extrêmement brillants, sont des polyméristes très très forts pour transformer en fait cette matière issue de bactéries pour en faire des plastiques. Et ils sont en train de devenir forts et d'être reconnus, ce qui permettra, j'espère, de demain, de permettre des développements un peu partout. Mais finalement, on est vraiment au balbutiement finalement de cette technologie. Et il faut juste croiser les doigts pour que, en fait, il faut suffisamment la communiquer pour que demain, on ait l'ambition, finalement, d'utiliser ces petites usines pour faire le plastique de demain. Donc, ils sont capables aujourd'hui d'utiliser le compost pour en faire des plastiques, mais on peut aussi penser aux algues. On peut aussi également penser à des puits à carbone, c'est-à-dire des organismes capables de faire de la photosynthèse qui, demain, pourraient permettre de faire ces plastiques biosourcés, biodégradables. Je crois que Anne est là. Il faudra que vous reveniez un jour prochain parce que c'est passionnant. Il y a encore plein de questions. J'avais plein de questions. Alors nous aurons peut-être le plaisir aussi d'avoir Yves Bourgnon avec nous d'ici quelques semaines. Ça va être difficile pour lui hein, après une telle conférence. Bon, le niveau est très haut. Hein, Anne est là. On va lui dire. Voilà. Ce serait plaisir. En tout cas, bon, je ne sais pas, il y a peut-être encore une dernière question qui brûle les lèvres à l'un de nos amis autour de l'écran. Non? Ah, on t'entend plus. Oui, donc une question, est-ce qu'on a une idée de la proportion de mégots dans les déchets? Alors pour l'instant, ils sont énormément trouvés sur les plages. Après, pour beaucoup, ces mégots, ils sont faits aussi avec de l'acétate de cellulose. Donc, c'est à la base un composant qui était plutôt organique. Hein. Donc, on est plutôt sur du papier, en gros, si je caricature. Mais du papier qui est retransformé en filtre après par la suite. La durée de vie de ces mégots aujourd'hui en mer, je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas répondre aujourd'hui à cette question-là. C'est 3 ans. Pour sa durée de biodégradation? Je crois, oui. Ah, ben voilà. Parce que moi, je l'avais vu à terre, mais je ne l'avais pas vu en mer. Mais il y a peu de différence entre les deux, en fait. J'ai les documents qui sont produits par le CIDETOM chez nous. Hein, donc, je l'ai pas bien, d'ailleurs. je veux bien ça, moi. Mais c'est vrai que c'est des questions qui sont assez pertinentes quand même. Et surtout, une des questions qui se posait, c'est est-ce que dans le processus de biodégradation de cet acétate de cellulose, est-ce qu'on a aussi un effet toxique? Et ça, c'était une des grandes questions. Parce qu'on sait qu'il y a ce qui se trouve dans le fait d'avoir fumé en fait, ce mégot. Est-ce qu'on a le goudron qui est relâché, ce genre de choses comme ça. Mais est-ce que surtout, la biodégradation de cet acétate de cellulose, est-ce qu'il est toxique ou pas? Ça, je n'ai pas d'informations non plus. Merci beaucoup, Leïla. On va vous laisser à vos activités parce que je crois qu'elles sont très nombreuses. Oui, il y en a surtout 3 qui crient à côté. Il y a 3 qui crient à côté, oui, on ne les entend pas, mais on sait qu'ils sont là. Merci infiniment. Nous avons beaucoup à faire tous ensemble.